Et on se retrouve pour la review du Codex Emperor Children. Salut à toi, Wargamer, je suis Tourop, joueur, mais avant tout compétiteur de Warhammer 40 000. Tu es sur Creative Wargame et j'ai le plaisir d'ouvrir le bal de cette toute nouvelle faction, première nouvelle faction de cette 10e édition de Warhammer 40 000. Faction qui était quand même annoncée depuis un certain temps, attendue par une bonne partie des joueurs chaotiques et pourquoi pas par les autres aussi, hein. Il n'y a pas que les chaotiques qui ont le droit de mettre la main sur ce codex, évidemment. En tout cas, c'est une toute nouvelle faction, il y a beaucoup à dire. Dans cette vidéo, on va faire une review complète de tous les détachements et de toutes les datasheets que nous propose Games Workshop dans cette parution. Évidemment, vous aurez ma lecture et mon point de vue avec l'aspect compétitif, mais pas seulement, puisque je pense que quand Games Workshop publie un codex, il n'est pas essentiellement destiné à l'optimisation. Il faut aussi le voir sous tous les angles que nous propose le hobby. Je ne vous parlerai pas de lore dans cette vidéo, les amis. Je vous invite plutôt à vous reporter vers d'autres chaînes YouTube francophones qui le font très bien. Moi, je ne parlerai que jeu, avec souvent deux perspectives. La perspective optimisée, la perspective on va se régaler, quoi. Voilà. Bon, avant de commencer cette review, je vais vous donner déjà mon impression. Mon impression est plutôt mitigée sur cette sortie de codex. Parce que c'est un codex qui a finalement peu de datasheets. Alors, beaucoup de détachements, c'est assez étonnant, mais peu de datasheets. Le codex ne se voit pas octroyer certaines datasheets qui nous semblaient être des auto-includes dans les parutions Space Marines du Chaos-like, à savoir comme chez les World Eater ou chez les Thousand Sons ou chez la Death Guard. Et dans le codex Space Marines du Chaos classique, on a une pléthore d'entrées qu'on retrouve régulièrement. Et là, elles sont aux abonnés absentes des Emperor Children. Alors, deux façons de le voir. Il y a le côté déceptif, je peux le comprendre, puisque ça veut dire que pour jouer le codex, il va falloir renouveler complètement la gamme de figurines. L'autre façon de voir ce travers, entre guillemets, de la parution de ce nouveau codex, c'est de se dire que on est en train aussi d'entrer dans un système de parution, c'est Games Workshop, et est-ce qu'on nous pré-annonce pas, par l'absence de certaines entrées dans le codex Emperor Children, un futur passage vers des datasheets qui seront par la suite légendes et qui disparaîtront finalement, puisque ce sont des anciennes gammes de figurines. Voilà. Moi, j'opte plutôt pour cette deuxième option, c'est-à-dire que les abonnés absents, à savoir Vindicator, Predator, tous les trucs en or, ils sont pas dans le codex parce que peut-être que finalement ils sont amenés à un moment donné à disparaître de la gamme et que Games Workshop l'anticipe un petit peu. Alors disparaître de la gamme, peut-être pas totalement, parce que on pourrait avoir une refonte de figurines, mais en l'état, ça laisse un petit goût, un petit sentiment d'incompréhension, je pense, pour les joueurs génériques Space Marines du Chaos qui vont regarder ce codex avec leur gamme de figurines en disant c'est cool, je vais pouvoir, en achetant peut-être 2-3 unités supplémentaires, complémenter mon armée, faire un truc. Non, pas du tout, malheureusement. En revanche, on retrouve les datasheets Slaanesh dans le codex. Donc ça, honnêtement, moi je ne m'y attendais pas. Voilà, je vais y revenir assez rapidement dessus parce que même si ça représente 25% des datasheets du codex, finalement on peut pas beaucoup les employer. Donc de prime abord, d'un point de vue purement joueur, je dirais que je suis un petit peu dans l'incompréhension sur ce que Games Workshop, là où Games Workshop nous emmène avec ce codex-là. Mais d'un autre point de vue, on va dire du côté plus joueur et collectionneur, je comprends aussi que on va nous amener vers une nouvelle gamme de figurines. Et donc forcément, il y a un côté mercantile dans tout ça. Il faut aussi que les joueurs puissent renouveler le cycle d'achat, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la petite parenthèse de début. À ça, je rajouterai ce qui me semble être le gros point positif pour moi de ce codex, hormis le côté nouveauté,
etc., etc. C'est qu'on sait que les Emperor's Children sont une faction renégate, mais qui va plutôt avoir tendance à se porter potentiellement vers un petit peu le corps à corps. Même si on attend tous la datasheet des Noise Marines, qui sont appelés les Marines du Vacarne dans ce codex. J'y peux rien, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, on s'attend à un codex mobile, parce que c'est les Emperor Children, c'est Slaanesh, ça va très vite, et donc par nécessité une armée plutôt punchy. Et on aurait pu naturellement l'opposer avec le codex World Eater, et donc ce qui aurait pu être, on va dire, un potentiel loupé sur ce codex, c'était d'avoir trop de récurrence avec le codex World Eater. Et je vous avoue que pas du tout. On nous propose beaucoup de détachements avec beaucoup de gameplay différents et on a des datasheets qui ont leur spécificité. Et donc, on va découvrir évidemment tout ça dans cette review, les amis. Je vous rappelle, avant d'attaquer dans le dur, que au moment où je publie cette vidéo, vous devez avoir les précommandes disponibles à partir du samedi 28-29 février 2025. Et donc, les précommandes, comme d'habitude, sont à moins 20% chez notre partenaire MyHobbyPlace, les gars. Et que si vous suivez le lien que vous avez dans la vidéo ou si vous ne le suivez pas et qu'à la fin de votre panier, vous créditez Creative Wargame, vous nous soutenez. Et ça, les gars, ça fait grave plaisir. Et ça nous permet de continuer d'exister. Et ça me permet, tout Europe, les gars, de continuer à pousser, à développer encore ce média. Donc, merci si vous le faites déjà. Et si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que l'achat de vos figurines par MyHobbyPlace vous ouvre l'accès à la playlist Prime. Il vous suffit de nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Vous avez un petit salon qui s'appelle Affilié et Tipeur. Et vous avez juste à mettre votre numéro de commande dans ce salon et vous recevrez en MP notre playlist Prime avec un paquet de vidéos qui sont dédiées au jeu Warhammer 40 000. Voilà. Je finirai par l'instant pub en vous disant que ce dimanche 2 mars, d'ailleurs, il n'y a pas de 29 février. Je viens de m'en rendre compte. Excusez-moi. Donc, le dimanche 2 mars, on aura la 4e journée de Super League. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est la Super League, c'est le premier format en streaming d'un championnat Warhammer 40 000 qui a débuté depuis décembre dernier, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, on va être à la 4e journée. On a déjà eu 8 parties qui se sont déroulées. Le dimanche 2, vous aurez 2 parties. Adeptus Mechanicus contre Cult Genestealer et Space Wolf contre Démon de Korn. Donc je vous invite à nous rejoindre, ça sera en live sur YouTube toute la journée et on va se régaler, on va bien rigoler déjà et surtout on va vous proposer du jeu bien opti, bien violent comme on aime et ça fait plaisir. Allez les amis, on attaque donc notre petite review de ce codex Emperor Children, les amis. Alors, petit point de situation avant quoi que ce soit. Donc, comme je vous le disais, c'est la nouvelle faction de la V10. C'est la première. C'est la première nouvelle faction de la V10. Voilà, que ce soit dit. Entendez mon appel. C'est la première. Ça ouvre le bal des sorties chaotiques. Donc ça, c'est intéressant parce que Games Workshop nous a plus ou moins annoncé la sortie de la Death Guard qui devrait suivre assez rapidement et des Thousand Sons, il me semble. Je vous avoue que je ne suis pas le plus au fait et le plus, on va dire, rigoureux sur le suivi news de la part de Games, me concentrant plus sur le jeu, mais il semblerait que on va avoir une petite période chaos là dans les prochaines semaines. Le starter arrive avec les nouvelles figurines. Alors attention parce que vous avez un starter avec le codex, 33 figs, il y a des cartes et des autocollants, vous êtes content. Vous l'avez à moins 20% chez MobilePlace, vous êtes super content. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui font des tournois, le codex n'est pas autorisé en compétition tant qu'il n'est pas sorti en standalone. Et donc, quand ça sort comme ça en starter, il y a un petit temps de latence avant que ça sorte en standalone. Donc, vous n'allez pas pouvoir nécessairement le jouer de suite et logiquement, vous n'aurez pas
de suite les coups en point faqués. Donc au début, on a les coups en point de codex, ceux qui sont disponibles maintenant. Moi, je vais me reposer sur les coups en point codex pour cette review. Par contre, il faut s'attendre à des changements assez rapides, mais pas de suite. Pour faire le comparatif avec la sortie du codex Eldar, qui a eu un codex en standalone, c'est-à-dire le codex acheté comme ça, le livre à la sortie. Et donc, vous avez eu la fac, et notamment la fac des coups en point immédiate à la sortie du codex. Donc, je pense qu'il y aura un petit temps de latence avant la sortie, mais voilà, ça sera logiquement pas très long. Le contenu du codex, je vous le disais, il y a beaucoup de détachements. Vous avez 6 détachements dans le codex. Vous avez 22 datasheets, dont des datasheets démons de Slaanesh. Si de mémoire, il y en a 5 des datasheets démons de Slaanesh. Il n'y a qu'un seul détachement qui vous permette de jouer ces entrées qui sont sponsorisées Légion de l'Excès. Voilà, et c'est des unités, comme je vous le disais, qui sont plutôt rapides et fulgurantes au corps à corps. La grosse unité de tir, la grosse nouveauté, ce sont les Marines Vacarnes, les Noise Marines. Et il y a beaucoup de datasheets SMC qui sont absentes. Pas de Predator, pas de Vindicator, pas de... Il n'y a pas le Ferrocerberus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des unités qu'il n'y a pas. Je suis pas un grand spécialiste du codex SMC, mais je sais qu'il y a des trucs qui sont récurrents dans tous les codex. Si par exemple là, je vous sors nature, peinture, comme ça, le codex, l'index, disons, Death Guard. En fait, quand je vais aller dans l'index, il y a un paquet de datasheets qui sont des datasheets un peu classiques. Le Defiler, le Hellbrute. Voilà, il n'y a pas de Hellbrute, pas de Predator Annihilator, pas de Predator Destructor. Voilà, ça c'est des entrées un peu spécifiques. Et il y en a d'autres aussi qu'on retrouve chez les Thousand Sons et qu'on n'aura pas non plus. Voilà. Bon, je vais pas vous énumérer toutes les datasheets, mais il y a des abonnés absents. De toute façon, vous allez voir dans cette review toutes les datasheets qu'il y a dans le codex. Voilà. Ça c'est pour la petite présentation du codex et de la faction dans l'ensemble de sa sortie. On attaque immédiatement la review avec la règle d'armée très très importante, donc ce qui vaudra, ce qui va faire le buff de toute l'armée et Emperor's Children uniquement, ce qui veut dire que les entrées Légion d'Excès n'ont pas accès à cette règle d'armée, même si vous jouez le détachement mix, et accessoirement, les entrées Légion de l'Excès n'ont pas de règle d'armée. Donc, en termes de jeu pur, c'est problématique, je pense. En termes de on met des datasheets pour le fun pour que ce soit l'or, je comprends tout à fait. La règle d'armée, elle est très simple, mais très forte. Ça nous dit que les unités Emperor Children peuvent advance, tir, advance, charge, désengage, tir et désengage, charge. Waouh, le bonus est complètement insane. C'est valable pour tout le codex. Donc, c'est assez fou. Mais il y a des garde-fous, et heureusement. Le premier garde-fou, c'est que l'unité qui advance tir, ou désengage tir, ou advance charge, ou désengage charge, ne peut pas cibler une unité avec laquelle elle était engagée au début du tour. Du coup, en fait, ça compte que pour ceux qui désengagent. Donc, vous ne pouvez pas désengage tir, tirer sur l'unité avec laquelle vous étiez engagé. Vous ne pouvez pas désengage charge en chargeant l'unité avec laquelle vous étiez engagé. Vous devez charger autre chose. Et vous ne pouvez pas cibler une unité qui est la cible d'une charge ou d'une attaque d'une autre unité à cette phase. Ok ? Donc, en gros, si vous avez tiré sur une unité ennemie avec une unité Emperor Children, vous ne pouvez pas advance et tirer sur cette même unité. Vous ne pourrez que tirer naturellement. Et c'est la même chose pour la charge. Donc il faudra potentiellement tirer sur une unité et advance tirer sur une autre. Enfin voilà, faudra plutôt faire dans cet ordre-là, c'est-à-dire advance tirer et cibler une unité, et potentiellement les unités qui n'avaient pas nécessité d'advance tirer ensuite, tirer en dernier. Donc on sait qu'il y a un jeu de séquençage qui est assez important quand même, qui va consister surtout à faire tirer en priorité les unités qui ont advance, voilà, ou désengager d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, aux égards de cette règle, on s'attend plutôt à des unités un peu coûteuses, mais capables d'infliger des gros dégâts. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas, aux égards de cette règle, partir dans du MSU, c'est-à-dire une multitude d'unités qui sont capables de faire plein de choses, parce qu'il y a des restrictions par rapport à ça, et ça ne marchera donc pas.
Voilà. Et comme je vous le disais, pas de règle d'armée pour les Emperor Children. Alors, il faut garder cette règle en tête, évidemment, et puis passer immédiatement à la suite. Je vous propose qu'on commence par découvrir les détachements, et après on ira dans les datasheets. Alors, on a 6 détachements. Le premier, c'est Lost Inconstant, qui ressemble assez à un détachement index, finalement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu quand je l'ai lu. Il y a un petit peu de tout. Pour débunker l'ensemble des détachements, il y a quand même des mécaniques récurrentes qu'on retrouve. On a beaucoup de touches soutenues, on a beaucoup de touches létales, on a beaucoup de relances à la touche à la bless, on a du fight first, on a du fight on death, et on a du react move, on a du blink. C'est des trucs qu'on retrouve de manière récurrente dans à peu près tous les détachements. Des fois, c'est par la règle de détachement, des fois, c'est par les stratagèmes, des fois, c'est par les optis. Donc, il nous faudra aussi rechercher comment on optimise le mieux par rapport aux entrées qu'on va prendre le choix du détachement. Lost Inconstant, il a une règle simple, c'est que vous pouvez relancer tous les jets d'advance pour les entrées Emperor Children. En vrai, c'est une bonne règle. C'est une bonne règle pour une armée qui est capable d'advance et tirer, d'advance et charger. Être capable de relancer cette advance, c'est une as de sécurité parce que, l'as à l'advance est très vite arrivé, le 1 ou le 2. Et avoir cette latitude de relance, c'est quand même très cool. Donc, je trouve que la règle de détachement est plutôt intéressante. Il y a 4 optimisations, comme dans tous les détachements du jeu. Vous avez une première optique qui vous donne un... Excusez-moi, je suis un peu en train de mourir en même temps que je fais la review. On a une première optique qui vous donne un +1 à la touche pour l'unité du porteur et +1 à la bless si la cible est en dessous de sa demi-force. Donc, c'est l'imprégné de souffrance. À chaque attaque d'une figurine de l'unité porteur qui cible une unité ennemie en dessous de son effectif initial, vous avez le +1 hit. Et si cette cible est également en dessous de son demi-effectif, vous avez le +1 bless. Donc, d'abord, pour le +1 hit, pour l'activer, il faut que l'unité ennemie soit en dessous de son effectif initial. Ce qui est rapidement arrivé, on va pas se mentir. Donc... Cette optimisation, elle est très bonne parce que le porteur en fait bénéficier tous ses copains. Et surtout, il n'y a pas de... c'est pas capé au corps à corps ou au tir. Donc finalement, vous avez un +1 hit au tir, et vous pouvez même avoir un +1 bless au tir. Ce qui est plutôt rare d'ailleurs. Donc, c'est un très très bon... c'est un très très bon enhancement, optimisation. Ensuite, vous avez le Musk... enivrant, qui nous dit qu'une figurine Emperor Children seulement, à chaque attaque de mêlée qui cible l'unité du porteur, si la caractéristique de force est supérieure à celle de l'endurance, vous avez un -1 à la bless. Donc c'est bien, c'est un truc, une mécanique que vous connaissez, donc vous êtes capable de mettre un -1 à la bless sur des unités, c'est toujours bien. Vous avez une optimisation qui va vous permettre de redéployer 2 unités à la fin des déploiements respectifs, voire de repartir en réserve stratégique. Ça aussi, c'est une bonne opti. Et vous avez une optimisation qui vous permet de bouger à travers les figurines ennemies, que ce soit votre mouvement normal, à votre advance ou à votre fallback, au fait de partir en retraite. Eh bien, vous pouvez traverser les figurines ennemies. Donc, c'est plutôt cool. Ça vous évite potentiellement de vous faire move block trop facilement, parce que on va vite se rendre compte que pour les armées de corps à corps, le move block, c'est une vraie contrainte. Et ce codex, d'ailleurs, a beaucoup... Il y a plusieurs outils qui remettent en jeu ce mouvement à travers les figurines ennemies. On aurait peut-être aimé un mouvement à travers les murs, notamment pour Fulgrim, mais on l'a pas. Il n'est pas présent du codex. Ensuite, au niveau des stratagèmes, on a 6 stratas. On a un premier qui vous permet de gagner une touche soutenue en phase de combat. On a un deuxième qui vous permet de gagner un -1 à la blessure sans condition en phase de combat. Donc, il n'y a pas de notion de force au-dessus de l'adversaire. Donc, c'est super cool. Donc, déjà, les 2 premiers stratagèmes sont très bons. Vous avez un 6 pouces advance auto pour l'infanterie. Royal, quand on peut advance ses charges, c'est royal, ça stabilise de ouf. Vous avez un react move de 6 pouces flat. Pourquoi je dis 6 pouces flat? Parce que vous avez des react move à D6. Celui-ci, c'est 6 pouces flat. Donc, il n'est pas autorisé sur les unités qui sont bêtes et véhicules. Mais un react move à 6 pouces, c'est quand même absolument génial. Vous pouvez mettre un -1 hit au tir. Et vous avez le blink d'une unité
Emperor Children. Il n'y a pas de notion d'infanterie ou quoi que ce soit, donc vous pouvez faire repartir des véhicules, vous pouvez repartir ce que vous voulez, et vous la replacer en réserve stratégique. Donc c'est pas déconnant pour les unités qui ont fait, pour pouvoir les replacer. C'est intéressant. Moi, honnêtement, je trouve que dans ce détachement, tout est bon à prendre. Il n'y a rien à jeter. Les 4 optis sont fortes, les 6 stratagèmes sont forts, la règle de détachement est bonne. Honnêtement, c'est un très très bon détachement. Pour moi, je le mets dans le top de ce que nous propose ce codex. Ensuite, détachement suivant, on va passer aux épéistes hors pair. Alors, les épéistes hors pair, ils ont une règle qui est assez simple. Ils ont un peu tous des règles. Non, ils n'ont pas tous des règles assez simples d'ailleurs. Vous allez voir qu'il y a des trucs un peu stylés. Ça nous dit que après votre charge, vous pouvez choisir un des deux bonus, touche fatale ou touche soutenue 1. Bon, c'est un Dark Pact, tout simplement, hein, donc que vous connaissez, que tous les joueurs SMC connaissent. Au moment de s'activer, vous activez un Dark Pact. Bon, là, c'est quand même contraint au fait que vous devez avoir réalisé un mouvement de charge à ce tour. Donc voilà. Mais touche fatale ou touche soutenue, c'est toujours très fort. On a en optimisation l'utilisation d'un stratagème pour 0 PC, ça c'est toujours kiffant. Une fois par bataille, vous pouvez gagner un Fight First. Alors ça, encore une fois, c'est génial. Vous avez un plus une attaque ou un plus un dégât pour le porteur. Donc coucou les princes démons qui tapent à dégâts 4. Et il y a probablement d'autres personnages qui vont être éligibles, mais on en reparlera par la suite. Et vous avez, alors celui-là est très étonnant, il est fort, alors il est conditionnel parce que évidemment, déjà il ne peut être porté que par une unité infanterie, ce qui n'est pas le cas des autres optimisations précédentes, et surtout il est utilisable qu'une fois par bataille. Et le porteur de la relique, une fois par bataille, à la fin de la phase de combat, s'il a portée d'engagement d'au moins 3 figurines ennemies, il peut utiliser l'optimisation et dans ce cas, le porteur peut combattre une fois de plus. Ce faisant, vous pouvez choisir une aptitude en utilisant la règle détachement Finlab éblouissante. C'est la règle de détachement qui vous permet de choisir touche fatale ou touche soutenue. Donc, ça c'est assez intéressant. C'est la première fois qu'on le voit. Ça avait fait l'objet de problématiques sur les éditions précédentes. Les capitaines qui étaient capables de taper en mourant alors qu'ils avaient déjà tapé, enfin les smash captains entre guillemets qui tapaient plusieurs fois dans une même séquence. Bon, il y a quand même des gros garde-fous, c'est une fois par bataille, c'est une unité infanterie, il faut qu'elle soit à portée de 3 figurines ennemies. Bon, il y a des conditions, donc ça va. Mais en vrai, c'est un truc qui est pas inintéressant du tout. Donc déjà les 4 optis sont très cool. Évidemment le fight first, même si c'est une fois par bataille, finalement un fight first sur un prince démon, ça vous dit quoi? Ça vous dit que le prince démon, vous l'envoyez en missile, il advance ses charges, il découpe un truc, il peut se prémunir des tirs parce que il peut être l'on-up. Spoiler de ma propre review. Et derrière, le type est Fight First, donc en plus, vous pouvez même pas l'impacter au close parce que sinon, il vous redécoupe derrière. Donc, c'est pas inintéressant du tout. Le plus une attaque, plus un dégât sur le porteur est très fort aussi. Hein. Les 4 sont très bonnes. Voilà. Au niveau des stratagèmes, vous pouvez mettre un moins 1 hit au jet de touche. Voilà, le moins 1 hit, c'est les touches évidemment, mais c'est que à la phase de combat. Vous pouvez avoir un Fight on Death pour 2 PC, donc pour ceux qui connaissent pas trop la mécanique des codex, soit vous avez un Fight on Death pour 2 PC qui est un Fight on Death auto, votre figurine meurt, elle peut taper lorsqu'elle meurt, ou soit vous avez des codex où il y a des Fight on Death à 1 PC qui se jettent sur du 4+. Voilà. Et là en l'occurrence on a un Fight on Death auto. Vous avez les 6 pouces de consolidation qui font très plaisir. Mais vous devez obligatoirement finir le mouvement à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies. Donc c'est conditionnel à certaines situations, mais pour une armée de corps à corps qui va vouloir se projeter très vite, le 6 pouces de consolidation me fait quand même très plaisir. Vous pouvez gagner un plus 1 en PA au corps à corps, ce qui est sympa. Vous forcez à la phase de commandement adverse un Battle Shock. Donc celui-là, je vous le lis parce qu'il faut le comprendre. En gros, à la phase de commandement adverse, vous prenez une unité Emperor Children de votre armée qui a fait un mouvement de charge au tour précédent et qui a détruit une ou plusieurs unités ennemies à la phase de combat précédente. Chaque unité ennemie à 6 pouces de votre unité doit faire un test d'ébranlement en soustrayant 1 à ce test si elle est en dessous de son demi-effectif. Les unités ennemies effectuées par ce stratagème n'ont pas besoin de faire d'autres tests d'ébranlement à la même phase. Vous n'avez pas à multiplier les tests. C'est pas comme l'ombre dans le warp. Voilà.
Bon, il y a beaucoup de conditions. Il faut que vous ayez une Emperor Children qui est chargée, qui ait tué un truc, et c'est les unités à 6 pouces d'aile. Mais c'est un outil qui est toujours intéressant à avoir dans sa besace, on va pas se mentir. Il y a un moment où vous pouvez faire péter du primaire à l'adversaire, et ça fait toujours plaisir. Voilà. Et après, vous avez un stratagème qui est assez cool. En gros, à la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité ennemie est battue en retraite, eh ben, une unité Emperor Children de votre armée, et vous pouvez choisir un véhicule seulement si c'est un marcheur, qui est à 6 pouces de l'unité ennemie et qui serait éligible pour déclarer une charge contre l'unité ennemie, comme si c'était votre phase, eh ben, vous pouvez déclarer une charge. Ce faisant, vous devez choisir cette unité ennemie comme cible, et cette unité ne reçoit pas de bonus de charge à ce tour. Bon, comme on est dans un jeu où il n'y a plus de gotcha, hein, tout du moins en jeu compétitif. Après, entre potes, si vous avez envie de vous la mettre, c'est votre problème. Mais en jeu compétitif, on avise l'adversaire de ce dont on est possible. En gros, ce stratagème, ça vous dit juste, tu vas pas désengager. Pourquoi ? Parce que si c'est alors sauf si c'est désengagé avec des unités qui ont un mouvement de plus de 6 pouces, et qui sont donc capables de sortir de l'aura de rayonnance de ce stratagème, ok. Maintenant, si c'est une unité d'infanterie lambda qui ne peut désengager que de 6 pouces, en gros, à part faire utiliser un PC à votre... D'ailleurs, c'est 2 PC, pardon. À part faire utiliser 2 PC à votre adversaire et lui offrir une charge sur votre tour, là, ça veut dire qu'il peut déclarer une charge contre l'unité ennemie, mais il va jeter 2d6 et il va pouvoir se replacer en conséquence et gagner de l'espace. Donc, bon, c'est un stratagème à gotcha, honnêtement, et en jeu compétitif, on mettra toujours en garde son adversaire. Alors, ça peut être intéressant pour le faire consommer des PC, ça, c'est pas négligeable, mais voilà. Voilà pour ce détachement. Écoutez, moi je le trouve sympa, ce détachement. C'est pas un de mes préférés. Je lui préfère Lost Constant pour l'instant. Après, il faudra voir au fur et à mesure. Le fait de pouvoir gagner nativement après une charge, une touche fatale ou une touche soutenue, c'est très cool pour stabiliser les dégâts. On va pas se mentir. Et il y a des bonnes choses dans ce détachement. Donc, il est quand même, je trouve, bien équilibré, donc c'est cool. Ensuite, les gars, vous avez le stratagème d'éviscération rapide. J'avoue que je suis un peu fan de ce détachement. Je l'aime beaucoup. Alors, le principe de l'éviscération rapide, ça va vous demander de jouer les transports. La règle de détachement, déjà de base, elle nous dit vous avez une reroll des as à la touche et à la blesse si vous débarquez d'un transport. Donc ça marche au tir et au corps à corps. Ok. Donc la contrainte, c'est d'avoir débarqué d'un transport. Par contre, la reroll des as à la touche, à la blesse, honnêtement, ça fait quand même plaisir. Ensuite, les optimisations. Donc, vous avez une optimisation qui vous permet de faire arriver un transport Emperor Children des réserves stratégiques avec un numéro de round supérieur à ce qu'il est, ce qui veut dire que au T1, vous pouvez arriver en dehors de la zone de déploiement adverse, mais vous pouvez arriver des réserves avec votre transport. Ok, et ça veut dire qu'à partir de T2, vous pouvez arriver dans la zone adverse. Bon, voilà. C'est pas inintéressant de se dire je vais te faire arriver un transport dans la gueule T1. Surtout que par exemple, un Land Raider, c'est un transport et il tire plutôt pas mal les Land Raiders dans ce codex. Donc voilà. Ensuite, vous avez cette excellente optimisation qui vous dit que lorsque vous débarquez d'un transport, vous avez une relance des charges et vous ne pouvez pas subir d'Overwatch. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez une optimisation qui vous permet, pour une unité infanterie, puisqu'il faut que le porteur ait le mot-clé infanterie, une fois par tour, à la phase de tir adverse, juste après qu'une unité ennemie est tirée, vous pouvez choisir une unité Emperor Children à 9 pouces du porteur qui a été touché par une ou plusieurs de ses attaques. Donc, c'est pas nécessairement l'unité du porteur de relique, mais ça peut être des copains à 9 pouces. Et vous choisissez un transport ami duquel l'unité est entièrement à 6 pouces et dans lequel elle peut embarquer. Et vous faites rembarquer l'unité. Alors ça, c'est honnêtement une optimisation qui est très très forte, puisqu'en gros, vous allez pouvoir débarquer, advance, charger, tabasser un truc. Votre Rhino, lui, de son côté, il peut advance, faire un mouvement et venir se placer en attente. Et vous savez que la première séquence de tir que vous prenez, bam, vous réembarquez dans votre transport. Donc cette opti-là, elle est super forte, surtout dans une armée. C'est des trucs qu'on voit dans les armées Eldar ou dans les armées Harlequin, parce que ce sont des datasheets à faible endurance et qui sont lavés assez rapidement. Là, sur des unités
plus tank, ça peut marcher sur des Terminators, ça peut marcher sur les lames infaillibles, ça peut marcher sur des trucs très stylés, donc je pense que c'est une des meilleures opties. Alors c'est une optie indispensable, je pense, pour ce détachement, mais c'est une des meilleures opties du codex. Et ensuite, vous avez encore une excellente optimisation qui vous permet, pour un porteur infanterie Emperor Children, et ben, une fois par round de bataille, quand un jet de sauvegarde est raté pour un véhicule Emperor Children à 6 pouces, vous pouvez flip le dégât n'a pas de dégâts, voilà, dégâts 0. Donc c'est cool. Encore une fois, je remets, il y a 2 transports hein, dans le codex, il y a les Rhinos et la Land Raider. Donc bah déjà si ça peut vous permettre de sauver un Rhino, c'est cool, mais si en plus ça peut vous éviter un gros D6 plus 3 flat ou un 6 flat dans un Land Raider, bah, c'est toujours un plaisir. Voilà, donc bah, honnêtement, j'aime beaucoup les 4 optis. La réembarque dans un transport après s'être fait tirer dessus, pour moi, je la joue. Là, une fois par round, flipper un dégât de véhicule à 0, pour moi, je la joue. C'est pas un véhicule, c'est un transport d'ailleurs. Et après, le reroll des charges et pas d'Overwatch si j'ai les points. Et la réserve T1, éventuellement si j'ai les points, si j'ai une strat basée là-dessus, mais je suis pas convaincu. Je suis pas tout à fait convaincu. À votre phase de mouvement, oui, je m'autofac, hein, vous ne pouvez pas rapid ingress au T1. L'optimisation, elle s'utilise à votre phase de mouvement. Il n'y a pas de rapid ingress au T1. Parce que pour le coup, sinon, ça aurait été très fort. Même si c'est fort déjà. Les stratagèmes. On a réembarqué dans un transport après avoir détruit une unité au corps à corps. Bon, ça, les gars, à la phase de combat, juste après qu'une unité Emperor Children ait détruit une unité ennemie, bah, cette unité et un transport dans lequel elle peut embarquer, zip, ça rembarque dans le transport. Donc coucou, on n'est plus des Emperor Children, on est des Arlequins. Donc c'est très cool, c'est très très cool. Ensuite, vous avez le type d'objectif pour unité tourmenteur qui est dans un transport. Donc, il faut savoir que les tourmenteurs, c'est l'unité ligne de base. C'est le Marines classique. Il s'appelle le tourmenteur dans le codex. Et lui, il a le stick d'objectif naturel. Le stick d'objectif, c'est vous êtes sur un objectif à la fin de votre phase de commandement. Ok, bah, il restera sous votre contrôle, même si vous n'avez plus d'unité dessus. Et ce, jusqu'à ce que votre adversaire le reprenne. C'est ce qu'on appelle le stick d'objectif. Ok. Bah là, en fait, l'unité de tourmenteur, elle peut sticker depuis son transport. Donc, c'est plutôt cool parce qu'elle n'a pas besoin de descendre du transport pour sticker. Donc vous pouvez, je suis dans mon transport, je stick, je trace, je stick, je trace, je stick, je trace. Voilà, c'est plutôt cool. Vous pouvez, avec votre transport, traverser les figurines ennemies. Je vous ai dit, on le retrouve assez régulièrement dans ce codex. Malheureusement, vous ne pouvez pas traverser les terrains feature et vous ne pouvez pas traverser les monstres et les véhicules. Mais, soit dit en passant que un petit Rhino ou un Land Raider qui est capable de faire tout droit à travers un cordon, c'est quand même assez appréciable. Ne nous mentons pas. Ensuite, stratagème juste excellent, vous allez pouvoir débarquer d'un transport après que celui-ci ait bougé, chargé. Alors il faut que le transport ait fait un normal move, attention, vous ne pouvez pas advance avec le transport, mais ça veut dire que vous pouvez bouger votre transport qui naturellement, le Rhino bouge à 12, donc vous allez pouvoir bouger à 12, débarquer à 3, donc vous vous retrouvez à 15 en gros, et faire une charge. Donc ça c'est cool. Ensuite, vous avez le débarquement après que son transport ait été la cible d'un tir. Donc ça, c'est très cool. En gros, à la phase de tir adverse, votre adversaire, il cible un transport Emperor of Children et il lui tire dessus. Et bien, si vous avez une unité Emperor Children qui est embarquée dans ce transport, elle peut débarquer et elle peut être placée n'importe où sur le champ de bataille, entièrement à 6 pouces de ce transport et hors de portée d'engagement d'une unité. Vous avez un débarquement à 6 pouces. Donc, honnêtement, c'est cool parce que vous pouvez vraiment jouer avec les décors. C'est vraiment l'objet de ce détachement-là, pour moi, c'est de jouer avec vos transports et de jouer avec vos décors. C'est-à-dire que vous allez placer votre transport, ok, tu me tires dessus, je m'en vais, je peux me projeter, je peux aller prendre un objectif, je peux me replacer dans une autre ruine, etc. etc. Donc c'est quand même très intéressant. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, vous pouvez faire Blink, donc repartir en réserve, à la fin de la phase de combat adverse, donc ça marche à partir du terrain, vous pouvez faire repartir en réserve un transport de votre armée, et jusqu'à 2 transports assignés. Il n'y a que les Rhinos en transport assigné. Donc en gros, soit vous faites repartir un Land Raider, soit vous pouvez faire repartir 2 Rhinos. Voilà. Cependant, vous devez être entièrement à 9 pouces d'un ou plusieurs bords du champ de bataille et vous... voilà.
Ah non, attendez, je vous dis une bêtise, il n'y a pas de reste. Vous pouvez désengager votre transport avec ça. Pour chacun de ces transports, entièrement à 9 pouces d'un ou plusieurs champs de bataille, retirez-le du champ de bataille et placez-le en réserve stratégique. Donc, que vous soyez engagé ou pas, c'est la même. C'est la même. Vous pouvez partir avec votre transport. Donc, honnêtement, éviscération rapide, moi, c'est un détachement qui me plaît beaucoup. Je dis pas que ça va être le plus fort, je dis pas que c'est le truc de dingo, mais franchement, c'est un détachement qui donne envie. Parce que pour moi, en tant que joueur compétiteur, on voit immédiatement apparaître plein de mécaniques de jeu qui sont intéressantes et qu'on ne connaît pas trop autour des transports, hormis pour les mecs qui jouent des farfadets et des arlequins. Tous ces trucs-là, tu me tires sur un transport, je peux débarquer, je te tape, je réembarque, voilà, je réembarque dans le transport une fois que tu m'as tiré sur l'unité, etc., c'est plutôt cool. Voilà. Par contre, il est évident que ce détachement va être contraint par l'emploi de transport. Vous jouez pas éviscération rapide si vous jouez un Rhino et un Land Raider dans votre armée. Honnêtement, c'est pas intéressant. Donc ça veut dire, ça va vous demander d'allouer un fort potentiel de coups en point sur les transports. Et bon, comme je vous le disais, le Land Raider c'est bien, ça a des gros tirs de la scan, c'est cool, et ça tank bien. Après, le Rhino, ça reste un Rhino, quoi. Je veux dire, vous allez payer 75 points. À part transporter des troupes, ça ne fait rien, quoi. Et si ça met son cul, je vous dis bêtise, ça peut mettre son cul sur un objectif, ça peut faire des actions, etc. Mais bref, c'est quand même 75 points. Donc, il faudra mettre tout ça en perspective, voir si c'est vraiment intéressant. Quoi qu'il en soit, moi, j'apprécie ce détachement. Je le trouve plutôt cool. Alors, le détachement Festival de l'excès, c'est le fameux détachement qui vous permet de jouer 1000 points de Légion de l'excès. Voilà. Alors là, pour moi, c'est vraiment le truc un peu what the fuck de ce codex. On a 5 datasheets sur 22, ça équivaut à peu près à 25% du codex, qui sont jouables qu'à hauteur de 1000 points et que dans un seul détachement. Bon. Eh ben écoutez, même si le détachement sur le papier il est sexy, malheureusement, quand on va découvrir les entrées Slaanesh, j'ai bien peur que ce détachement-là, il passe pas le cut en termes de jeu optimisé et qu'il soit un petit peu là pour le côté lore et pour dire aux joueurs qui ont déjà une collection démons, on a pensé à vous, quoi. Donc vous pouvez jouer 1000 points de Légion de l'excès, et en gros, lorsque vous avez une unité Légion de l'excès qui est à 6 pouces d'une unité Empereur Children, elle se donne touche soutenue 1, et si elle a déjà cette aptitude, elle vous donne touche critique 5+. Alors il y a une combo intéressante à faire avec les Marines Vacarnes, puisque qu'elles ont le personnage qui rentre dans l'unité, donc le seigneur cacophoniste qui va dans les Marines Vacarnes, elle gagne touche soutenue, donc ça veut dire qu'une unité de Marines Vacarnes à 6 pouces de 10 démonettes, elle gagne une touche critique sur 5+. Bon, ok, c'est bien, mais c'est des points, quoi. Je veux dire, ça veut dire que tu payes ta touche critique 5+, contre des entrées Slaanesh qui accessoirement sont pas incroyables. Donc voilà. Les optis, vous avez une inter héroïque pour unité Slaanesh à 6 pouces pour 0 PC, qui est à 6 pouces de l'unité Emperor Children. Donc c'est plutôt cool. Une fois par bataille, le porteur uniquement infanterie Emperor Children gagne une invulnérable à 3+ pour une phase. Intéressant. Vous avez un plus 1 attaque, plus 1 dégâts. Vous gagnez Dev Wound et à risque sur une seule arme de mêlée du porteur. Et c'est que pour les figurines Emperor Children uniquement. Donc le Dev Wound. On note le Dev Wound. Notez le Dev Wound parce qu'il y a une combo de FDP à faire avec le Dev Wound et du coup elle est faisable dans ce détachement-là. Je l'avais pas encore noté, mais là je viens de tilter. Et enfin, que ce soit des figurines Emperor Children ou un gardien des secrets, c'est la seule optique qui peut aller sur un gardien des secrets, vous avez une auto-advance à 6 pouces et vous traversez les figurines ennemies. C'est intéressant pour un keeper. Après, attention les gars, c'est pas le keeper, c'est pas le gardien des secrets du détachement Slaanesh. Déjà il y a de la perte en ligne, hein, la datasheet change et surtout vous avez plus le traverse les murs, vous avez pas la full reroll des touches, vous avez pas la full reroll des blesses, hein, voilà, on joue pas du tout les mêmes keepers, quoi. Alors au niveau des stratagèmes, on a le re-heal de Slaanesh si les Emperor Children détruisent une unité en combat, et si c'est une unité démonette, vous re-heal D3 plus 3 figurines.
Ok, c'est pas inintéressant. Lorsque vous lancez une charge avec des Emperor Children, si Slanesh... vous pouvez lancer une charge avec des Emperor Children si Slanesh a détruit une unité. Alors, il est brainfuck ce stratagème. Attendez, à la phase de combat, juste après qu'une unité Légion de l'excès de votre armée ait détruit une unité ennemie. Donc il faut qu'une unité Légion de l'excès ait détruit une unité ennemie. Ok. Cette unité Légion de l'excès et une unité Emperor Children a mis à 6 pouces d'aile qui n'est pas à portée d'engagement d'aucune unité ennemie. Ok. L'unité Emperor Children peut déclarer une charge. Si elle l'a déjà fait à cette phase, elle ne peut pas combattre. Donc en gros, vous avez deux options. Je charge avec Slanesh, je déclare pas en charge mon unité à côté. Je tue le truc avec Slanesh, du coup je claque un PC et là je peux réactiver une charge. Ok. Alors que j'ai déjà entamé ma phase de combat. Ça peut être intéressant pour emmerder une interaction, une intervention dans le corps à corps. Ça peut être intéressant. Ok. Et il y a l'autre option de j'ai chargé avec mon unité Slanesh, j'ai chargé avec mon unité d'Emperor Children, mon unité Emperor Children éclate un truc, mon unité de Slanesh éclate un truc, et du coup, j'utilise un PC, mon unité d'Emperor Children peut recharger. Par contre, elle peut pas taper. Mais en vrai, ce qui est cool, c'est qu'elle peut charger et donc venir taguer plein de trucs. Ça, c'est nice. Ensuite, pour les bêtes, l'infanterie et les montées Slanesh, vous avez un piline et un conso à 6 pouces, et en plus, vous n'êtes pas contraint de mémoire, vous n'êtes pas contraint de finir vers l'unité ennemie la plus proche. Donc, elle n'a pas besoin de terminer ce mouvement plus près de la figurine ennemie la plus proche, à condition qu'elle finisse ce mouvement aussi près que possible de l'unité ennemie la plus proche. Donc vous avez un peu plus de latitude de positionnement. Ok. Vous avez une advance et charge pour une unité Slanesh, avec la restriction qu'il faut qu'elle charge une unité qui apporte un engagement d'une unité Emperor Children. Vous avez un -1 hit au tir sur Slanesh et vous avez un blink de démonette. Bon. Voilà. Moi, mon ressenti là-dessus, c'est que c'est un peu le détachement lore du codex. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse optimiser grand-chose. Voilà. Il n'y a pas de... Bon, à part le plus une attaque, plus un dégât et le Deva Wound, il n'y a pas de mécanique qui permette de véritablement bonifier la létalité. Sauf si vous avez une unité Emperor Children à 6 pouces d'une unité Légion de l'excès. Ça conditionne beaucoup. Pas dit que vos unités soient toutes... Enfin, je vous avoue que j'y crois pas dans ce détachement. Je n'y crois pas. Vous allez peut-être me prouver le contraire, mais en l'état, je n'y crois pas. Voilà. La coterie d'Orgueilleux. Très sympa, le bonus de détachement. Pour le coup, j'ai été un peu dithyrambique sur la Légion de l'excès, là. Autant coterie d'Orgueilleux, j'aime beaucoup. Donc en gros, dans ce détachement, vous allez prendre des paris à chaque début de round de bataille sur le nombre d'unités ennemies que vous allez tuer. Ok. Et donc, si vous dites que je vais tuer une unité ennemie et que à ce tour vous avez tué une unité ennemie ou plus, alors vous gagnez un point de gage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si le nombre d'unités ennemies détruites à ce round est supérieur ou égal à votre gage, vous gagnez autant de points de pacte que votre gage. Ok. Donc, ce qui veut dire que si je gage que je vais tuer 3 unités à ce tour, et que j'en tue 3 ou 4 ou 5 ou 6, je gagne 3 points de pacte. Donc c'est plutôt cool. Et si vous ne gagnez aucun point de pacte à ce round de bataille, votre figurine seigneur de guerre subit des 3 blessures mortelles. Donc en gros, si vous ne remplissez pas la condition. Alors après, vous pouvez dire que vous allez tuer 0 unité, vous gagnerez 0 point de gage, et vous êtes tranquille, prenez pas de BM. Par contre, voilà, vous savez que à minima tous les tours, en vrai, si vous jouez Emperor Children et que vous pétez pas une unité ennemie par tour, il y a problème. Bon, et donc qu'est-ce que donnent les points de gage? Donc ça active des bonus pour toute l'armée. En gros, vous avez une relance des jets de touche de 1 pour toute l'armée à partir d'un point de pacte. Si vous arrivez à atteindre 3 points de pacte, vous avez une relance des jets de touche à la blesse, des as. Si vous arrivez à atteindre 5 points de pacte, vous gagnez touche fatale et touche soutenue. Donc c'est très très cool. Et si vous arrivez à atteindre 7 points de pacte, vous êtes en touche critique sur du 5+. Et ben franchement,
Au T1, ok, peut-être que vous jouez contre une armée qui a pas de... comment dire, qui a pas d'infiltration, qui a pas de scout, qui s'est pas exposé, etc. Donc vous n'avez pas de point de gage. Mais assez rapidement, en fait, vous allez pouvoir aller gagner votre reroll des as à la touche à la blesse, ce qui est plutôt cool. Et en fait, si vous arrivez à atteindre les 7 points de pacte, vous êtes en reroll des as à la touche, à la blesse, touche fatale, touche soutenue, touche critique sur du 5+. Waouh, votre armée, elle est infâme. Elle est infâme. Alors après, il faut y arriver. Mais typiquement, si vous jouez contre des armées type MSU, je pense, je sais pas moi, à du Tyrannide, du Kulgen, qui ont tendance à avoir toujours les 5 packs de Stealer qui t'envoient dans la gueule, etc. Soit le gars dit je le fais pas, t'auras pas tes bonus, mais en fait, voilà, je joue pas. Soit le gars engage ses ressources comme il se doit, et au final, vous avez une armée qui passe très très fort en God Mode. Donc, la règle de détachement est plutôt cool, vraiment. Et j'aime bien la façon dont elle est écrite, je trouve ça assez fun. Les optimisations, vous avez... alors j'ai mis le reheal, mais c'est pas véritablement un reheal, c'est une revie. Donc voilà, une figurine Emperor Children qui est porteur. La première fois qu'elle est détruite, elle fait un test de commandement à la fin de la phase. Et si le test est réussi, vous le replacez à nouveau sur le champ de bataille, aussi près que possible de l'endroit où il avait été détruit et hors de portée d'engagement des unités ennemies avec des 6 PV restants, sans dépasser sa caractéristique de PV. Bon, eh ben écoutez, sur un prince démon, ça me paraît auto-include. Ça me paraît auto-include sur un prince démon, parce qu'en gros, votre prince démon, une fois que vous l'avez tué, sur un test de co, il revient, quoi. Voilà. Et je pense que on doit pouvoir... je suis pas sûr, j'ai peur de vous dire une bêtise. Je pense que le stratagème pour réussir auto son test de co, il me semble que c'est que à votre phase de commandement que vous pouvez l'utiliser. Il marchera pas nécessairement ici. Mais quoi qu'il en soit, c'est une très très bonne optique. Vous avez +1 au commandement et +1 à l'OC pour l'unité. Ça, on adore. Celui-ci, vous faites faire des tests de commandement et vous infligez 3 BM si c'est échec. Alors, bon, il faut que votre figurine Emperor Children, au début de votre phase de tir, elle choisisse une unité ennemie visible et elle lui fait un test de commandement en soustrayant 2 si elle est déjà ébranlée. Si elle rate, elle prend 3 BM. Donc, c'est cool. C'est cool. C'est comme un petit sort, en fait, supplémentaire. Maintenant, à voir si la portée n'est pas une contrainte pour ce type d'optimisation. Et enfin, le dernier, qui vous permet une fois par tour de flip un dé en 6 sur un jet de touche, un jet de bless ou un jet de sauvegarde pour une figurine de l'unité du porteur. Et si elle n'est pas ébranlée. Donc ça, le flip de dé en 6, c'est toujours bonnard, notamment quand vous avez des unités qui ont des invulnérables. Ça vous permet de sécuriser une invue, et ça, on apprécie. Donc voilà. Alors j'aime beaucoup le rail de personnage. Après, les 3 autres sont bien. Le +1 commandement, +1 OC, c'est cool. Le flip en D6, c'est cool. L'infliger des BM, c'est cool. Mais je pense que c'est plutôt des optiques. J'aurais tendance à choisir si j'ai les points. Voilà. Le reel du personnage, je la placerai auto. Modulo le coup, mais je la placerai auto. Le reste, évidemment, à la construction de la liste. En stratagème, vous avez les Feel No Pain à 6 ou le Feel No Pain à 4 contre les blessures mortelles. Donc ça, c'est sur n'importe quelle unité Emperor Children. Donc autant vous dire qu'on aime vraiment. Vous avez un stratagème qui vous permet d'ignorer les malus à la CC ou à la CT. Attention, il doit être employé à votre phase de commandement et il est actif jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et à chaque fois qu'une figurine d'unité fait une attaque, elle peut ignorer certains ou tous les modificateurs CC et CT. J'ai de touche, j'ai de bless. Donc en vrai, c'est cool. Donc, quand vous savez que vous allez devoir charger, je sais pas, le Dreadnought qui vous met -1 à la bless, le pack de Warden qui vous met -1 à la bless, l'unité qui vous met à -1 hit, etc. Vous savez que c'est cette unité-là que vous voulez strike. Bam, vous lui faites péter son malus et là vous êtes content. On retrouve un excellent stratagème dans ce détachement qui est vous imposer une cible au corps à corps à l'adversaire. Donc c'est cool au début de la phase de combat. Une unité infanterie Emperor Children de votre armée. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine ennemie a porté d'engagement de votre unité et choisit sa cible, elle doit obligatoirement choisir votre unité comme cible de cette attaque. Donc c'est cool.
d'obliger votre adversaire à taper. Donc, en gros, ça peut vraiment lui faire perdre des attaques. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais charger avec mon pack de lames. Et je vais aussi charger avec un pack, je sais pas, de tourmenteur. Et en fait, quand mon adversaire va s'activer, je vais lui dire, tu tapes pas sur mes lames, tu tapes que sur mes tourmenteurs. Et bon. Donc c'est cool. C'est un très très bon strat. Vous avez la reroll des touches au corps à corps en phase de combat. Donc ça, je trouve que c'est un excellent stratagème. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est de la statistique pure. Vous avez un stratagème qui vous permet d'augmenter de 1 votre gage de Slaanesh. Donc c'est cool. Si par exemple, je sais pas moi, au T1, vous allez pouvoir tuer 2 unités, vous allez pouvoir atteindre le palier 3, puisqu'en gros, vous allez parier, vous allez gager sur le fait que vous allez tuer 2 unités. Et une fois que vous aurez détruit la 2e unité, vous claquez votre PC et elle vous rapporte un point de gage supplémentaire. Donc ça veut dire que dès le T2, vous vous retrouvez avec une reroll des as à la touche et une reroll des as à la blesse. Et ça, c'est plutôt cool et vous pouvez le refaire encore une fois. Et donc, assez rapidement, vous vous retrouvez avec du touche fatal, du touche soutenu un peu partout. Donc ça, c'est très très cool. Voilà. Et vous avez une armure du mépris light qui s'active à la phase de tir adverse ou à la phase de combat et qui marche sur n'importe quelle unité en port children de votre armée. Vous mettez un -1 à la pénétration d'armure. Bon. En termes de force brute, à ce stade-là, j'aurais tendance à dire que il va dans les meilleurs détachements. Ça va dans les meilleurs détachements. Il y a beaucoup d'outils très intéressants dans cette coterie d'orgueilleux. Et typiquement, c'est un truc que j'aurais envie de tester. Moi, c'est avec les transports. Le détachement des transports me semble très cool à jouer. Je suis pas convaincu que ça soit le meilleur en termes de jeu. Autant coterie d'orgueilleux, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs bien, bien violents à faire avec cet index. Et enfin, 6e et dernier détachement, les amis, ce sont les élus de Slaanesh. La règle de détachement nous dit que vous n'avez pas de... non, c'est pas le dernier détachement d'ailleurs. J'ai un petit doute. Non, c'est pas le dernier détachement. Si, c'est le dernier détachement. Donc les élus de Slaanesh, vous n'avez pas de malus au mouvement. Vous n'avez pas de malus à l'advance et à la charge, si votre unité est personnage. Et vous pouvez reroll les blessures pour l'unité qui est champion de l'armée, si c'est un détachement. C'est votre seigneur de guerre au round 1. La règle vous dit, au début de la bataille, votre seigneur de guerre est le champion favori de l'armée. La première fois, à chaque tour qu'une unité personnage empereur children de votre armée détruit une unité ennemie, après avoir résolu ses attaques, c'est elle qui devient l'unité du personnage champion favori de votre armée. Ok, donc en gros, vous lui donnez la reroll des blesses. Donc au début, c'est l'unité de votre seigneur de guerre qui a la full reroll des blesses. Et donc voilà. C'est plutôt intéressant. Après, attention au séquençage, c'est-à-dire que je sais pas si j'ai mon unité du seigneur de guerre et une autre unité qui s'active pour aller au corps à corps, c'est plus intéressant pour moi de... Non, même pas, ça ne fonctionne pas ce que j'allais vous dire. Faut faire attention au séquençage. Parce que, en gros, je jette l'unité de mon seigneur de guerre et une autre unité personnage au corps à corps. Si j'utilise l'unité du seigneur de guerre, je suis favori de mon armée, j'ai donc la full reroll des blesses. Ok, c'est cool. Et après, j'active mon autre unité personnage, dans quel cas, celle-ci, elle n'est pas l'unité favori, et si elle tue une unité, elle devient l'unité favori. Donc, elle l'enlève à mon seigneur de guerre, la full reroll des blesses. Et si je fais l'inverse, si je commence à faire taper l'unité qui n'est pas ma favori de mon armée, elle va pas avoir la reroll des blesses quand elle va taper, et une fois qu'elle aura détruit une unité, elle va absorber la reroll des blesses de l'unité de mon seigneur de guerre. Voilà, donc attention au séquençage quand même. Après, en termes d'optimisation, vous avez une reroll des charges, et vous allez avoir dans ce détachement le trigger qui vous dit que vous avez un bonus auxiliaire si vous êtes l'unité du champion. Accessoirement, vous avez un plus de la charge si vous êtes l'unité du champion, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez un Desperate Escape si l'ennemi veut fuir, et il a -1 à CG si l'unité est celle du champion. Vous avez une reroll des Battle Shock et un +1 à l'OC si vous êtes l'unité du champion. Et vous avez la précision en mêlée pour le porteur et le +1 en PA s'il tape sur une unité personnage.
les optis sont cool. Les strata, vous avez la touche soutenue 1 au corps à corps, vous avez le fight and death sur 4+, donc c'est que pour un PC, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez le +1 en force au tir ou au corps à corps. Vous avez un Battle Shock à 6. Vous imposez des Battle Shock à 6 pouces autour de vous lorsque vous détruisez une unité. Vous avez un plus de la charge et vous avez un Surge Move de D6. Le Surge Move qui peut, en fait, tout simplement, c'est un mouvement en réaction quand on vous tire dessus qui va vous permettre de rentrer en portée d'engagement. Voilà. Le détachement est cool, mais il me paraît assez contraignant à l'emploi. Le fait d'avoir ce switch de cette règle de détachement et surtout, au final, de se dire j'ai une règle de détachement qui marche que pour une unité. C'est quand même problématique. Voilà, je vous le dis. Non, je vous le dis. C'est quand même problématique. Donc, pour moi, ce détachement ne fait pas partie de mes préférés. Voilà, les amis. Et j'ai fait le tour. Le tour. Alors, au niveau des coups en points affichés, je vais juste m'arrêter sur les optimisations des détachements qui me plaisent. Au niveau de la coterie, orgueilleux, le fait de revenir avec un personnage, ça coûte 25 points. Ah non, c'est peut-être 30 points. Ils sont pas nécessairement dans le même ordre, c'est par ordre alphabétique. Donc il coûte quand même 30 points, mais ça se défend bien. Et le flip de dés coûte 25 points. Voilà. Festival de l'excès, il n'y a rien qui m'intéresse. Éviscération rapide. Il y a le réembarque dans un transport après s'être fait tirer dessus. Et ça coûte 35 points. C'est tacticien accompli, mais en même temps, ça se comprend. C'est très fort. Et le flip d'un dégât à 0, ça coûte 30 points. Donc il coûte cher quand même. Hein. Les bonnes optiques coûtent cher. On va pas se mentir. Voilà. Épéiste hors pair. Le fight first, une fois par bataille. Il va coûter 30 points. Le porteur refrappe. C'est 10 points. Et voilà. Et après, Lost Inconstant. Les optis valent 10, 20, 25 et 15 points. Donc voilà. Bon. Voilà, j'ai fait le tour pour vous, les amis. Et on va enchaîner immédiatement avec maintenant la découverte des datasheets. Alors, on commence. First but not last. Fulgrim, les gars, vous l'attendiez, la figurine sort, elle est juste incroyable, la figurine, grosse réussite d'un point de vue modélisme. D'un point de vue règle, je suis très mitigé sur Fulgrim, déjà parce que son coût en points affiché est de 375 et je trouve que c'est cher. Quand on voit un Mortarion à 300 points, j'ai du mal à justifier 375 points pour Fulgrim. J'ose croire qu'il va descendre en coût en points à la data balance. Voilà. Parce que alors Fulgrim a une excellente ligne. Ok, il a un mouvement à 16, il a une endurance de 11, une save à 2, une invue à 4, il a 16 PV, il a 5 de commandement et 6 d'OC. Donc c'est une très belle ligne. Maintenant, hormis sa belle ligne, il n'a pas de buff défensif. Voilà, donc sauf utiliser son bonus de Primarch pour dire je te mets un -1 à la touche, et c'est son seul buff défensif. Au final, vous faites le point assez rapidement, et en 2 tours, ça peut... En 2 tours, le Fulgrim se fait désintégrer par des bonnes armées de tir, sans trop de difficultés. Et ça en fait pour moi une figurine actuellement qui est compliquée à jouer. Engron, je vais faire le comparatif. Engron, il est joué chez les World Eaters. Je pense qu'Engron tape plus fort que Fulgrim. Engron buff quand même les petits potes autour. Et Engron, il y a on va dire, il y a
une chance non négligeable que le gars revienne après sa mort. Donc voilà, ce qui n'est pas du tout le cas de Fulgrim. Mortarion, il coûte 300 points. Mortarion, il est joué aussi et beaucoup parce que déjà, il est archi-tank parce qu'il a un Feel No Pain à 5. Donc ça, c'est très fort. Et surtout, Mortarion, il donne un bonus très fort autour de lui qui est l'ignore modificateur. Donc là, on a un Fulgrim qui n'est pas nécessairement un buffer de son armée. Il a une règle qui est poison démoniaque et qui dit qu'à chaque fois qu'il a touché une unité au corps à corps, elle est empoisonnée. Et jusqu'à la fin de la bataille, à toutes les phases de commandement, vous jetez un D6 et sur un 4+, l'unité prend 3 blessures mortelles. Alors oui, sur le papier c'est cool, sauf qu'en fait, nous on veut que Fulgrim il éclate des trucs. On veut pas que Fulgrim il empoisonne les méchants. On veut que Fulgrim il les éclate les méchants. Alors moi je joue plutôt Imperium, donc c'est plutôt Fulgrim le méchant, de mon point de vue. Mais ça reste une histoire de perspective. Quoi qu'il en soit, Tonton Fulgrim, après, il n'a pas grand chose de plus à part cette règle-là. Il va pouvoir choisir un bonus de Primarque au début de la phase de commandement. Au début de la phase de commandement adverse, d'ailleurs. Donc vous choisissez. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir mis ça. Au début de la phase de commandement adverse. Donc voilà, vous choisissez une aptitude. Soit vous mettez un -1 à la touche quand vous ciblez la figurine, donc ça c'est tiré cac. Soit la figurine gain fight first. Ça, on va pas se mentir, c'est excellent. Et tant qu'une unité ennemie est entièrement à 6+ de cette figurine, chaque fois que l'unité est choisie pour battre en retraite, elle fait un test de commandement, et en cas d'échec, elle doit rester immobile à cette phase. Donc c'est le bonus des octoliers-like. Voilà. Au corps à corps, Fulgrim, soit il met 6 patates qui touchent en 2, force 14, -3, D6+1. Soit il balaye, et il met 12 patates qui touchent à 2 en 8 de 2, touche soutenue 1. Donc dans les deux cas, c'est un bon profil de brut. Il a une petite queue de serpentine qui rajoute 6 attaques en 6-1-1. Et il a un fouet maléfique qui est touche soutenue à 12 pouces et qui a 6 attaques en 8-2-2. Donc qui éclate bien du Marines, même si c'est 12 pouces. Voilà. La question de la rentabilité de ce figurine va se poser en termes d'optimisation. Parce que oui, ça tue plutôt bien ce que ça touche. Même si quand ça va rentrer dans un pack avec de la grosse invulnérable, voilà, ça rentre dans un pack de Warden, ça va mettre 6 attaques en touche soutenue, donc ça va faire ses 6 touches. Ça va blesser à 2, mais ça aura un -1 bless, donc ça va blesser à 3, donc ça va faire 4 bless. On a vu à 4, des 6+1, voilà, ça va tuer un Warden ennemi, quoi. Bon. C'est pas... Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu de Fulgrim. Je pensais qu'il aurait vraiment un attrait particulier. Et je me serais attendu surtout à voir quelqu'un qui buffe ses congénères. Et lui, pas du tout. Lui, pas du tout. Il est vraiment là en agent libre. Alors, j'ai pas précisé, il a la frappe en profondeur, ce qui est pas négligeable. Donc, c'est cool de pouvoir faire en rapid ingress Fulgrim. Ensuite, on va retrouver Lucius. Alors, pour le coup, autant Fulgrim, même si c'est une très belle attachée de Fulgrim, je suis pas nécessairement emballé. Je me dis pas, ok, je vais faire une armée en Power Shield Run, je vais mettre Fulgrim dans ma liste. Pour moi, c'est pas du tout un automatisme. Autant Lucius l'Éternel, je suis quasiment sûr qu'on le verra dans toutes les listes et tous les détachements. Il coûte 140 points. On peut s'attendre à ce qu'il coûte à peu près la même chose que Méphiston. Il est lone opérative. Il a un Feel No Pain à 5. Il gagne une full reroll des touches et des blessures contre les monstres, les personnages et les véhicules. Et s'il est solo, il fight first. Donc là, badaboum. Là, déjà, c'est badass. Touche à 2 en 8, -3, 3. Donc, merci mon gâté. Full reroll touche, full reroll bless. Il peut lead un pack de lame infaillible. Bon, Lucius dans un pack de lame infaillible, c'est archi violent. Parce que c'est touche à 2, full reroll, bless auto à 3, puisque les lames infaillibles ont une règle qui dit qu'elles font des blesses critiques sur du 3+. Donc en gros, le personnage dans l'unité en profite. Ce qui veut dire que vous avez une full reroll hit, full reroll bless, bless auto à 3 sur de la PA-3, 3 dégâts. Donc là, ça découpe. Là, honnêtement, ça découpe fort. Si vous avez en plus le plaisir de vous passer
une petite règle de touche soutenue au corps à corps. Violent. Alors, je vous la fais en 1000. Lucius, Lame Infaillible, Coterie d'Orgueilleux, Full Reroll Hit, Full Reroll Bless avec un touche fatale, touche létale et touche critique de 5+. C'est la fin du... On a fini le jeu. Hein, on a fini Warhammer 40 000. Là, y a plus de... on peut plus rajouter de règles. C'est fini, quoi. Je veux dire, là, il y a tout. Full Reroll Hit, Full Reroll Bless, touche létale, touche critique et Critical Hit sur 5+. Et what else? Voilà. Donc, il est excessivement fort. Bon, alors, il perd le Fight First quand il lead une unité, mais en même temps, quand il lead une unité de Lame Infaillible, il gagne un bonus de gros FDP, donc c'est pas non plus négligeable. Moi, je pense que Lucius l'Éternel, il peut très bien être joué en lame avec un pack de lames comme en autonomie, parce que bah, il est l'on-op, et en vrai, ça en fait un vrai missile. Je vous rappelle que ce mec-là advance ses charges. Donc, en gros, vous avez... c'est probablement la meilleure datasheet du codex. Que ce soit dit, pour moi, c'est probablement la meilleure datasheet du codex. Voilà. Il est très bon. Il est très bon, mangez-en. Lucius l'Éternel, j'en redemande. Ensuite, vous allez avoir la petite tribune des personnages qui vont permettre de buffer les copains. Donc, vous avez le Seigneur Exultant, qui est un petit peu un simili Lord chez les SMC. Donc, vous allez pouvoir lui mettre diverses options. Il y avait du pistolet bolter ou du pistolet plasma. Et après, en arme de corps à corps, vous allez pouvoir lui mettre soit une arme énergétique de maître, qui mettra 5 taquets avec précision en force 5 moins de 2, soit vous pouvez lui mettre la lance énergétique Phoenix, donc qui a la règle lance et qui a force 5 attaques, force 7 moins de 2, touche évidemment sur 2+, ou alors vous pouvez lui mettre le gantelet énergétique classique, 5 attaques en 8 moins de 2. Je pense honnêtement que la lance énergétique Phoenix est la mieux, parce qu'au final, la différence avec le gantelet, c'est le palier de force 8 à force 7. Mais l'endu 7, l'endu 8, c'est pas des paliers qui sont très courants. Vous avez plutôt de l'endu 6 pour l'infanterie type Gravis, dans quel cas la lance sera plus forte que le gantelet, puisque la lance va se retrouver à blesser à 2 sur l'infanterie type Gravis. Et sur les véhicules endu 9, 10 et plus, vous allez vous retrouver à blesser à 4 au lieu de blesser à 5 avec le gantelet. Donc honnêtement, pour moi, la lance énergétique, statistiquement parlant, elle est meilleure que le gantelet. Voilà, vous allez pouvoir choisir. Ensuite, cette unité, elle peut aller soit dans des infracteurs, soit dans les tourmenteurs. Et quand elle rejoint une unité de ligne, elle gagne infiltrateur ou éclaireur. Alors, il faut savoir que les tourmenteurs, ils ont l'infiltration. Les infracteurs, ils ont l'éclaireur 6. Donc, que vous ayez dans l'une ou dans l'autre, vous gagnez le bonus de votre unité. Donc, c'est cool. Attention, vous ne faites pas gagner le bonus à votre unité. C'est juste que ça vous permet, en gros, d'avoir les mêmes mots-clés que votre unité quand vous allez dans les infracteurs ou les tourmenteurs. Parce que si vous mettez un personnage qui n'a pas infiltrateur dans une unité qui est infiltrateur, vous ne pouvez pas infiltrer l'unité. Voilà. Donc, du coup, ça lui permet d'avoir de la pertinence lorsqu'il lead une unité. Ensuite, quand il lead une unité, il lui donne touche fatale. C'est plutôt cool, même si les infracteurs et les tourmenteurs, c'est plutôt des unités de scoring qu'autre chose. Voilà. Et une fois par bataille, il s'énerve, il gagne plus 3 attaques. Et ça fait plaisir. Le plus 3 attaques sur les lances, ça vous met quand même 8 marmites. Voilà, de 7 moins de 2 en lance. Donc, c'est pas des attaques qui sont négligeables. Ça vient éclater les unités d'escarmouche. C'est là pour ça. C'est là pour découper les unités d'escarmouche. Donc, voilà. Le Seigneur Exultant, il coûte 85 points. Et il fait plaisir. Le Seigneur Cacophoniste, il coûte 70 points. Il a un beau profil, puisqu'il a endu 5, save à 2, un vu à 4. Le capitaine, le Seigneur avec une save à 3. Et pour 6 PV, il coûte pas cher, il coûte 70 points. Lui, il va donner une touche soutenue 1 à l'unité qui va lead. Il peut aller dans les Terminators ou dans les Marines de Vacarne. Bon, de suite, on voit l'intérêt dans les Marines de Vacarne parce que c'est une unité qui sature énormément. Et ça, c'est très très cool. À votre tir, à votre phase de tir, à chaque fois que cette unité, chaque fois que l'unité du cette figurine est choisie pour tirer, vous choisissez une unité infanterie ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques et vous jetez 3d6. Pour chaque 4+, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. Et si l'unité ennemie subit une ou plusieurs blessures mortelles, elle doit faire un test à Battle Shock. Et en fait, c'est super cool parce que alors moi je pense à titre personnel que le Seigneur Cacophoniste dans les Marines de Vacarne, ça va être spammé
Donc, quand vous commencez à avoir 2-3 seigneurs cacophonistes, bim, je te shoot, je te mets de la BM, Battle Shock, t'es ébranlé ici, bim, je te shoot, je te mets de la BM. Bon, t'as réussi ton test d'ébranlement, t'es content d'être heureux. Bim, le troisième fait la même, etc. Bah, c'est vraiment des unités qui créent du dégât. Voilà. Lui, il a le pistolet hurleur. Donc, c'est le pistolet ignore cover en force 5, moins 1, 2, avec 3 tirs par tête, qui est plutôt cool. Et il a une épée énergétique. Alors, soit il a une arme de corps à corps et le pistolet hurleur, soit vous lui mettez l'épée énergétique. Moi, j'aurais tendance à lui mettre le pistolet hurleur, comme ça, il aura le même équipement que ses potes, et ça rajoute de la saturation sur cette stat line. Voilà. Enfin, pour finir, au niveau des personnages un petit peu lambda, vous avez le sorcier, lui il a des attaques psychiques, donc il fait en sorte que son unité bénéficie toujours du cover. Il peut aller dans les infracteurs, les marines de Vacarne et les tourmenteurs. Et après, il met des malus au mouvement et à la charge de ses adversaires. Ok, bon, c'est des bons bonus. Maintenant, je pense que c'est pas de suite vers ce type de personnage-là que je m'orienterai. Parce qu'après, à côté de ça, bah, il a son feu sorcier qui met son petit tir qui est pas déconnant. Et après, c'est tout. Il a son arme psychique. Ouais, il tire bien, il caque bien. Il coûte pas cher, il coûte 70 points. Voilà. Est-ce que ces bonus vont justifier sa présence? Parce qu'en vrai, il tire bien, il caque bien. Donc, est-ce qu'on a envie de mettre un cover sur nos Marines de Vacarne, ou est-ce qu'on a envie de mettre une touche soutenue sur nos Marines de Vacarne? Bon, bah, la question elle est vite répondue. Hein. Pour moi, c'est le Seigneur Cacophonix 1000 fois. Donc voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on passe à ce qui me semble être, encore une fois, les deux des meilleurs datasheets de ce codex. Ce sont les Princes Démons, le Prince Démon de base ou le Prince Démon ailé. Alors, le Prince Démon de base, il a 10 de mouvement, en du 10, save à 2, 1 vue à 4, 10 PV, 6 de commandement, 3 dossés. Il a son canon infernal qui met 3 tirs en 5 moins 1, 2, donc il a 3 petits tirs de bolter un peu lourds. Tant qu'il a 3 pouces d'unité infanterie, il est non opérative. Tant qu'une unité Slanesh est à 6 pouces de cette figurine, si elle a fait un mouvement de charge, elle gagne plus 1 en PA. Et surtout, sur un 2+, il fight on death. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, il y a un petit détachement qui, lorsque votre personnage meurt, avec une relique, il fait un test de commandement, il peut revenir. Donc en gros, votre figurine est détruite, elle combat, et après, elle revient. Badabam, bam, bam. Le prince démon ne meurt jamais. Donc voilà. Et surtout, ça met des grosses marmites. Ça met 6 attaques en 8 moins de 3. Alors ça tape moins bien que Lucius. Mais par contre, c'est un profil balayage à 14 attaques en 6-0-1. Donc voilà. Donc moi, c'est une figurine que j'aime bien. Elle coûte 180. Elle est affichée à 195 points dans le codex. Le prince démon de Slanesh ailé. Donc il a l'endurance moins 1, mais il a le move à 14. Donc un move à 14, quand tu peux advance et charge, ça met une zone d'agression assez violente. Il a les mêmes profils d'armes de tir et de cac. Lui, la règle qui est différente, il n'a pas le lone-up. Par contre, le gars, à chaque fois qu'il finit un mouvement de charge, vous choisissez une unité ennemie à portée d'engagement de cette figurine, vous jetez un des 6 pour chaque point de vie qui reste dans la figurine. Pour chaque 4+, vous mettez une BM, jusqu'à un maximum de 6 blessures mortelles. Voilà. Donc en gros, vous faites un méga tank choc à l'arrivée du prince de Slanesh. La première fois qu'il arrive au corps à corps, vous allez statistiquement mettre 5 BM. Et après, ça sera dégressif par rapport à son nombre de PV. Mais voilà. Moi, honnêtement, je les aime bien. Les princes démons de Slanesh, je trouve qu'ils tapent fort. C'est avec Lucius et éventuellement des optimisations, les seules sources de gros dégâts au corps à corps. Et avec évidemment Fulgrim. Et surtout, c'est des personnages qui sont éligibles à toutes les optimisations qu'on a vues, que ce soit plus une attaque, plus un dégât. Donc vous allez pouvoir retrouver avec des princes qui sont en dégâts 4, le fait de revenir à la vie, etc., etc., etc. Donc il y a plein de bonnes choses pour ces princes démons. Je pense très honnêtement qu'ils seront joués en Emperor Children. Moi en tout cas, j'ai envie de les jouer à la lecture de ce codex-là. Voilà.
Ensuite, on passe à l'unité découverte du codex. Ce sont les lames infaillibles. Donc, c'est l'espèce de profil. Alors, ils ont des profils un peu bâtards parce ils ont des mecs à 2 PV en du 5 et ils ont des mecs à 3 PV en du 5 à 1 vue à 5. Bon, c'est pas vraiment. On n'est pas sur le profil standardisé SM qu'on retrouve un petit peu partout, à savoir 2 PV en du 4 ou 3 PV en du 5 ou 3 PV en du 6. Ok, là on est sur quelque chose de différent. Quoi qu'il en soit, les lames infaillibles, elles ont un mouvement de 8, une endurance de 5. Save à 3, un vue à 5. 3 PV, commandement 6, OC1. Ils ont des pistolets bolters. Et ils ont 3 attaques par tête, touche à 2 en 6, moins 3, 2 dégâts. Donc le 2 dégâts peut être un peu problématique pour une unité qui coûte 260 points. Maintenant, elle est compensée par le fait que c'est une unité qui fait des blessures critiques sur du 3+. Et donc là, là, il y a débat. Il y a débat. Alors, c'est dommage que le Lord, le Seigneur Exultant, ne puisse pas rentrer dans des lames infaillibles, parce que je trouve que ça aurait été une super figurine à leur rajouter. Et qu'en gros, il n'y a que le sorcier. Non, même pas le sorcier. En fait, il n'y a que Lucius qui peut lead des lames infaillibles. Il n'y a que Lucius qui peut lead des lames infaillibles, donc voilà. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, les lames infaillibles, elles sont dégâts 2, mais c'est compensé par le fait qu'elles ont cette règle qui est je te blesse toujours sur du 3+. Ça aura des grosses difficultés sur les unités qui sont capables d'avoir du moins 1 dégât, parce que ça va réduire de 50% la létalité de l'unité, hein, ni plus ni moins. Par contre, ça va avoir un vrai impact sur les véhicules et n'importe quel type d'unité, n'importe quel transport, etc. etc. C'est relativement fragile, attention, parce que c'est 3 PV et un vue à 5. Donc ça peut vite mourir. Il n'y a pas la taille des socles, mais on peut s'attendre à avoir des tailles de socles type Blade Guard, donc des socles de 40, je pense. Comme les exaltés chez les World Eaters aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est 40. Donc ça se manipule plutôt bien. Je regrette aussi qu'ils puissent pas rentrer dans un rhino. Ça, c'est vraiment dommage. Donc l'unité, elle est bien, mais putain, c'est dommage qu'elle puisse pas être lead par quelqu'un d'autre que Lucius. C'est dommage qu'elle puisse pas être mise dans des rhinos. C'est vraiment dommage. J'espère qu'ils feront une fac ou un errata pour revenir là-dessus, parce que l'unité est forte, mais elle est pas du tout fucked up, l'unité, en fait. Donc voilà. Il faut savoir que les lames infaillibles plus Lucius, tel que c'est dans le codex, ça coûte 400 points, quoi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ensuite, on a les rejetons du chaos. Bon, c'est des spawns. Et elles ont un react move de 6 lorsqu'une unité ennemie rentre dans les 9 pouces. Je pense que c'est une très très bonne unité. Ça coûte 70 points les deux et ça mange pas de pain. Ensuite, on a les unités lignes. Donc les tourmenteurs et les infracteurs. Alors, les tourmenteurs, c'est du Marines classique like. Vous allez pouvoir mettre un plasma, vous allez pouvoir mettre un fuseur, vous allez mettre un fusil à plasma, un pistolet à plasma, un fuseur, une petite arme sur le sergent, et puis c'est tout. C'est une unité qui stick. C'est l'unité la moins coûteuse du codex par PV, parce qu'évidemment il y a les rejetons du chaos qui sont moins chers, mais voilà, pour 10 PV vous avez 95 points. C'est une unité qui va être indispensable quel que soit le build, ne serait-ce que 5 mecs pour grader votre zone, pour sticker votre zone, et après un petit pack de 5 ou autre, c'est pas déconnant du tout. Elles ont quand même une règle qui est hyper impactante pour les armées de corps à corps, c'est l'infiltrateur. Être capable de déployer une unité infiltration et stick, c'est quand même un énorme atout stratégique. Donc ça reste une très bonne unité qui pour le coup ne fait pas de létalité parce que c'est un fusil à plasma, un fuseur, et après c'est du bolter. Que les personnages qui vont dedans, voilà, il y a le Lord Exultant, mais est-ce qu'on a envie de mettre un Lord Exultant dans un pack d'infiltrateurs? Je sais pas, faudra voir au coup en point. Faudra voir si c'est intéressant.
Si on peut se retrouver un petit peu, pourquoi pas, si on peut se retrouver dans la même mécanique qu'on a avec les SMC, qui avaient des lords, voilà, dans lequel, par exemple, dans le détachement, on pouvait mettre plus une attaque, plus un dégât, d'Eva Wound. Ça peut être intéressant. Donc voilà. Petit truc intéressant, les icônes de l'excès. Donc elle est disponible pour les tourmenteurs ou pour les infracteurs. Et lorsque vous détruisez une unité ou plusieurs ennemis, et ben vous faites un test de commandement. Si vous le réussissez, vous gagnez un PC. Donc c'est cool. C'est la seule source pour gagner des PC de ce codex d'ailleurs. Les infracteurs, ce sont ni plus ni moins que des intercesseurs d'assaut. Voilà, donc avec le pistolet bolter et l'arme de corps à corps avec 4 en épée tronçonneuse en 4-1, si ce n'est que eux, leur larme, elle a précision naturellement. Ça, c'est intéressant. Là, pour le coup, avec un petit lord exultant et une petite relique, je trouve que c'est une belle unité, d'autant que comme les intercessors, en gros, vous avez un reroll des as à la blesse, et comme vous tapez sur une unité qui est sur un puits objectif, vous êtes en full reroll des blesses. Donc, c'est plutôt cool. L'icône est bien aussi, et voilà. Donc, c'est une petite unité de corps à corps qui coûte 95 points et qui a scout 6. Donc, c'est cool parce que je vous rappelle que si vous la mettez dans un rhino, ça fait scout le rhino. Donc d'entrée de jeu, en gros, vous avez votre pack de tourmenteurs qui est mid-map, qui est là pour s'infiltrer et repousser l'adversaire. Ça stick en début de game, ça pousse les éclaireurs, on commence à envoyer nos petites unités, et puis après on voit qu'est-ce qu'on vous envoie de bien lourd dans le cornet. Voilà. Ensuite, on a les Terminators. Alors les Terminators, dans ce codex-là, vous ne pouvez les jouer que par 5. Est-ce que c'est l'avenir des Terminators? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que à terme, potentiellement, toutes les armées ne pourront jouer des blocs de Terminator que par 5. Je pense d'ailleurs que c'est une condition, une vraie. Le pack de Terminator par 10, c'est une vraie difficulté à équilibrer, je pense, parce que ça peut faire l'objet de statistiques un peu indécentes. Et donc, je pense que quand ils écrivent les règles et qu'ils sont sur les datasheets de Terminator, ils se mettent toujours avec cette perspective-là. C'est-à-dire, ouais, mais attends, si je mets ce bonus-là sur 10 Terminator, c'est quand même fort. Donc je suis obligé d'augmenter le coût en points de certains artefacts et de certaines choses. Je pense qu'à terme, c'est pas négligeable si toutes les armées peuvent avoir que des packs de 5 Terminator. Voilà, avec des armées qui peuvent potentiellement avoir des Terminator lignes, donc pour multiplier les slots, mais les packs de 5 Terminator, c'est bien. Leur règle de datasheet est naze. À votre phase de tir, chaque fois qu'une de ces unités est choisie pour tirer, si elle fait une ou plusieurs attaques de tir, et si toutes ces attaques ciblent la même unité, jusqu'à la fin du tour, chaque fois que ces unités déclarent une charge, la dite unité ennemie vous offre une full reroll des charges. Une reroll des charges. Voilà. Qu'est-ce qui nous pète les couilles avec un wording de Dob? Mettez une reroll des charges native et on n'en parle plus. Je sais pas pourquoi il faut qu'on tire sur l'unité avant. Bref. Les thermis valent 175 points. C'est des thermis tout à fait classiques avec pas grand chose d'équipement possible. Vous pouvez mettre un lance-flamme lourd ou un autocanon Reaper. Vous pouvez mettre un combi bolter ou une arme combinée. Vous pouvez mettre une paire d'armes maudite. Vous pouvez mettre 3 gantelets. Vous pouvez mettre un pétron sonore. Ouais. Honnêtement, les Terminators, je trouve qu'il y a des codex qui ont des vraies propositions sur les Terminators et c'est jamais incroyable. Là, il n'y a pas de proposition pour les Terminators et en plus, la datasheet est naze. Donc, j'ai le malheur de vous dire que les Terminators Emperor Children, c'est rincé, c'est claqué au sol. Moi, je les joue pas. Honnêtement, pour 175 points, je les joue pas. Voilà. Le Land Raider. Le Land Raider vaut 240 points. Il a le profil Land Raider classique. Mouvement à 10, endu 12, save à 2, 16 PV, OC6, commandement 6, OC5. Il est équipé de 2 lasers Soul Shatter. Donc en gros, il met 4 tirs de canon laser qui sont 12-3 des 6+1. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, ça transporte jusqu'à 14 figurines. Les Terminators et les lames infaillibles prennent 2 places dans le véhicule. Et vous avez une arme combinée, un lanceur avec en plus. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et le bolter lourd jumelé de série, évidemment. Ça a la rampe d'assaut, donc vous pouvez
débarquer et charger après que ce véhicule ait fait un mouvement normal, ce qui n'est pas déconnant. Et voilà. Bon, c'est un bon transport. Moi, ça me donne envie de le tester sur le détachement. J'aurais tendance à vouloir essayer ça sur le détachement des transports. Après, en l'état, c'est un véhicule qui est fait pour transporter des Terminators ou des lames infaillibles. Les Terminators sont nuls. Les lames infaillibles sont bien, mais coûtent déjà cher. C'est-à-dire que le pack de Lucius vaut 400 points. Est-ce que vous avez envie que le pack de Lucius coûte 640 points? Ça fait très cher, quoi. Hein. Ça fait très cher la combo. Et c'est mine de rien, c'est quand même fragile. Hein. Faut pas le négliger, c'est fragile, ça meurt, un Land Raider. Hein. Voilà. Donc, le Land Raider est bien. Après... tant que les lames infaillibles sont à ce prix-là, à 260 points affichés codex, je trouve que c'est compliqué. Je pense que les lames infaillibles, elles méritent de passer à 240. Elles méritent vraiment de passer à 240 points. Voilà. Ensuite, on va retrouver l'unité un petit peu clé de ce codex. Ce sont les fameux Marines Vacarnes. Donc, ce que vous connaissiez sous le nom de Noise Marines. Bon, bah, c'est la grosse unité de tir de ce codex. À votre phase de tir, après que cette unité ait choisi une unité ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques, jusqu'au début de votre prochaine phase de tir, à chaque test d'ébranlement ou de commandement de l'unité ennemie, vous lui mettez un -1 à son test. Donc honnêtement, c'est cool de caler un -1 au test. D'autant que, eh ben, avec le personnage, vous allez, si vous avez mis des BM, faire un Battle Shock. Donc en gros, vous allez faire un Battle Shock à -1. Donc c'est cool. Voilà. Et en termes de tir, donc c'est 6 Marines. Pas plus, pas moins. En du 5, save à 3, 2 PV. Et ces mecs-là, dans le pack, vous pouvez mettre 4 mecs en éclateur sonique. Donc c'est 3 tirs, ignore cover, force 5, -1, 2. Donc en gros, si vous en avez 4, vous avez 12 tirs de force 5, -1, 2. Et à côté de ça, vous pouvez mettre par tranche de, par 6 en fait, vous pouvez mettre 2 destructeurs soniques qui ont 2 profils différents. Donc ça c'est cool. Vous avez le gros profil, donc dans les deux cas, ça ignore cover. 3 tirs en 10 de 3, ou alors 6 tirs en 6 de 1. Donc en gros, soit vous avez 6 tirs en 10 de 3, soit vous avez 12 tirs en 6 de 1. Et je vous rappelle qu'avec le Lord Cacophonique, vous avez tout soutenu. Donc, en gros, ça vous permet, c'est l'équivalent d'un point de CC, d'un point de CT, pardon. Et donc, dans les détachements, quand vous allez commencer à avoir des rerolls, des touches létales, des touches soutenues, etc., ça devient très, 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 très fort. Il faut que je vérifie, parce que j'ai un sérieux doute, sur la coterie d'Orgueilleux. Est-ce que c'est capé aux attaques de mêlée? Et non. Chaque attaque d'une figurine de cette unité relancée touche de touche de 1. Chaque attaque de cette figurine relancée touche de blessure de 1. Ah, les attaques, par contre, les touches fatales et touches soutenues 1, c'est que pour les armes de mêlée. Et le bonus à 7 points de pacte, la touche critique sur du 5+, c'est valable pour tout le monde aussi. Attaque et corps à corps. Donc en gros, ils aiment aussi très bien le détachement coterie d'Orgueilleux. Ils l'aiment beaucoup même, hein, en vérité. C'est un vrai très très bon détachement pour eux. Donc c'est une belle unité de tir. Elle va être contrainte par sa portée, mais par contre, elle peut embarquer dans un Rhino, donc ça c'est cool. Je vous rappelle, dans un Rhino, il y a quand même Fire Deck 2, donc vous allez pouvoir faire tirer les 2 grosses armes, accessoirement. Donc vous allez vous retrouver avec des marines. Déjà, ils coûtent pas cher, honnêtement. Ils coûtent 135 points les 6. Donc ça, honnêtement, je pense que ça va être spammé. C'est beaucoup trop fort pour ne pas l'être. 135 points les 6, vous rajoutez un seigneur cacophoniste, et vous avez 205 points le pack, en fait, et vous mettez ça dans un petit rhino, et vous avez un petit missile à 280 points, et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà,
C'est une super unité, c'est une très très bonne unité dans le codex, je trouve, qui vient apporter des choses très intéressantes et qui a un coût qui est totalement accessible pour, on va dire, du jeu optimisé. Donc ça, c'est cool. Après, vous avez l'entrée du Metadrake. Donc voilà, parmi les datasheets qui n'ont pas sauté, celle-ci en fait partie. C'est un peu dommage, c'est pas la plus sexy de toutes. Mais elle a quand même, donc c'est un aéronef, hein, un aérodine, elle peut passer en stationnaire. Elle a un nom du 10, elle a une save à 2, naturellement. Et c'est une figurine qui peut très facilement prendre le cover parce qu'elle a des ailes qui se déploient très loin et qui peuvent se cacher derrière un bout de mur ou je ne sais quoi. Donc save à 2, 1 vue à 5, 14 PV, 7 de commandement pas d'OC. Ça a D6 plus 3 tirs de lance-flamme en 6-1-2. Donc c'est plutôt cool pour l'Overwatch. Et ça a un autocanon Hades. Ça met 6 tirs en 8-1-2. Ce qui est pas mal aussi. Chaque fois que cette figurine finit un mouvement normal et que vous choisissez une unité ennemie par-dessus laquelle elle s'est déplacée durant ce mouvement, vous jetez 2d6 en ajoutant 1 à chaque résultat si l'unité ennemie a le mot-clé vol. Pour chaque 4+, l'unité ennemie subit D3 blessures mortelles. Bon, en gros, elle met D3 blessures au survol et elle peut faire un peu plus sur les unités qui ont le mot-clé vol. Elle peut mettre 2d3 BM, donc c'est pas mal. Elle a des griffes de Metadrake, elle se tape au corps à corps quand même correctement. Elle est anti-vol 2+, elle est Devawound et elle est 7-1-2. Je vous disais tout à l'heure, j'y pense parce que j'ai vu le mot-clé Devawound, je vous disais que c'était le mot-clé Devawound nous intéresse pour les lames infaillibles parce qu'elles ont des touches critiques sur du 3+. Ça veut dire que si elles arrivent à choper le mot-clé Devawound, alors elles gagnent Devawound sur du 3+, sauf que c'était une optimisation, que les optimisations ça va pas sur les persos nommés, et que les lames infaillibles ça peut être que lead par un perso nommé, à savoir Lucius, donc ça marche pas. Donc en gros il n'y a pas de mécanique pour mettre des BM avec les lames infaillibles. Voilà, c'est ça où je voulais en venir, je ne l'ai pas détaillé dans cette review, mais là je vous le dis, non, c'est fait. Voilà. Le Metadrake, donc le Metadrake il est cool, il coûte 195 points. On y verra. Du coup, naturellement, c'est une figurine qui a 0 dossier, qui fait pas de scoring, qui tient pas d'objectif, qui fait pas d'action, qui fait rien à part de la létalité. Est-ce que à 195 points, la létalité est justifiée? Ouais, je suis mitigé. Après, ça charge, quoi. Après, ça charge, c'est intéressant. J'ai du mal à voir l'intérêt de jouer ça en aérodine. Moi, je le jouerai en stationnaire, donc sur table, pour d'entrée de jeu, en fait, bouger à 20, cramer des trucs. Parce que pour le coup, c'est PA-1 in your cover, donc ça peut cramer des unités d'escarmouche un peu facilement. Et ça peut closer un truc. Ça peut faire chier en fait, hein, c'est-à-dire que ça bouge de 20, ça advance, ça charge, hein, donc ça peut charger des unités ennemies dès le T1, ça peut bloquer des trucs. Donc je pense, à mon sens, c'est comme ça que ça doit être employé. C'est une unité pour charger à peu près n'importe quoi dès le début de game et pour emmerder l'adversaire. Ça fera pas tant de dégâts que ça, mais après il faut se les fader, hein, les 14 PV en save à 2. Donc voilà. Pourquoi pas en mettre un? En vrai, honnêtement, dans une coterie d'orgueilleux, j'en mets un. Je pense. Parce que j'ai envie d'avoir une unité qui est capable d'aller prendre des kills faciles, en fait. Qui est capable d'aller éclater. Parce qu'avec ça, vous allez éclater le petit pack d'Eldar à la con, là, Janezar et ses 5 Banshees, ou je sais pas quel tocard, là, qui s'apprête à vous jeter à vous faire un missile. Eh ben, vous avez le T1. T'envoies ton Metadrake. Allez, merci d'être venu. Merci, t'es mort. Je mets mes points de. Je mets mes points de pacte en coterie d'orgueilleux et c'est pas mal. Donc en vrai j'en joue un. En coterie d'orgueilleux, je pense que j'en mets un dans ma liste. Par contre, celui que je mets pas, c'est le Ferro Cerberus. Le Ferro Cerberus, honnêtement, ils auraient pu laisser l'autre, celui qui a les tirs de plasma là, qui est une vraie unité de tir et qui est cool. Celui-ci, bon, il met des tartines au corps à corps, mais c'est un véhicule, c'est un marcheur, c'est un gros cul, ça se déplace mal, c'est relou. Ça a 12 PV en save à 3, 1 vue à 5. À chaque attaque de cette figurine, si elle est en dessous de son demi-effectif, vous avez +1 à la touche. Si elle est en dessous de son demi-effectif, pardon, si elle est en dessous de son effectif initial, vous mettez +1 hit. Si elle est en dessous de son demi-effectif, vous mettez un +1 bless. Ok, c'est cool. Sauf qu'en fait, vous avez 6 pralines au corps à corps, en 14, -2, D6 +1.
Donc, ouais, ça tape bien. Ça tape bien. Sauf qu'en fait, ça se voit venir. Ça s'esquive, ça se move block. Ça fait chier, en fait. C'est pas une figurine. C'est pas une figurine qui m'emballe du tout. Et ça coûte 140 points affichés dans le codex. Je pense que ça peut baisser. Honnêtement, ça peut descendre très facilement à 130 points. Ça serait pas choquant du tout. Voilà. Le Rhino du Chaos, 75 points. Il a tous les attributs du Rhino du Chaos, sauf que celui-ci, il peut vous permettre de débarquer même après qu'il ait fait un mouvement d'advance. Donc ça, c'est cool, notamment pour les Marines Vacarnes. Si vous avez envie de les placer, bah, vous pouvez en gros bouger le Rhino à 12, advance d'un des 6, débarquer les Marines Vacarnes, et puis aller chercher des losses plus facilement. Donc c'est une mobilité qui est appréciable pour les unités qu'on transporte. Voilà. Vous ne pouvez pas charger après avoir fait ça, évidemment, mais voilà. Et j'ai fait le tour des unités Emperor Children. Vous voyez, il n'y en a pas des masses. Et après, il y a les unités démons de Slaanesh. Je vais vous les briefer très rapidement, même si pour moi, c'est vraiment qu'un apport lore dans le codex. Et j'y vois pas trop d'intérêt en termes de jeu. Vous avez Shalaxi qui est affiché à 390 points, qui relance les jets d'advance et les jets de charge. Au début du premier round de bataille, elle choisit une unité ennemie qui est sa proie. Et en gros, sur sa proie, elle a reroll des jets de touche et reroll des jets de blessure. Et une fois qu'elle a tué sa proie, elle a choisi une autre. Donc, je pense que c'est moins fort que son super bonus qui est reroll des touches, reroll des blesses, reroll des dégâts contre les monstres, les véhicules et les personnages, je crois, en l'état dans le codex. Donc là, elle est moins forte. En vrai, elle est moins forte en termes de dégâts. Elle a les mêmes armes de tir et de cac qu'en format index. Donc elle met 6 taquets de canon laser en 12-3 des 6+1. Elle rajoute en plus de ça les attaques bonus. Elle rajoute 4 attaques en 6-2, 3. Donc c'est quand même une belle marmule au corps à corps. C'est 20 PV, save à 3, un vue à 4, endu 10, 14 de mouvement. Ça a ses tirs de pavane, ok. Ça a fait, on est content. Le gardien des secrets. Bon, ben, le gardien des secrets, il a pris un archi-nerf. Déjà, il a perdu son -1 et son -1 hit. Non, il a gardé, pardon, je vous dis une bêtise. Il a gardé son -1 hit. Donc, à chaque fois qu'une attaque cible cette unité, vous soustrayez un jet de touche. Tant qu'une unité Légion de l'excès est à 6 boosts cette figurine, vous augmentez de 1 la pénétration d'armure des armes de mêlée dont s'équipe l'unité. Donc, ça, ok. Par contre, vous avez perdu le Phinopène à 5. Alors déjà, il est affiché à 300 points sur le codex, et en plus de ça, eh ben, l'équipement Égide lustrée, c'est plus un Phinopène à 5, c'est une sauvegarde d'armure à 3+. Voilà. Donc ça casse quand même grandement la mécanique, même si pour moi, le gardien des secrets, il était vraiment intéressant dans le détachement Légion étincelante, parce que vous aviez le traverse les murs, parce que vous aviez le traverse les murs, parce que vous aviez le traverse les murs. Là, vous n'avez pas le traverse les murs. Donc voilà. Non, en dehors de ça, le fait de perdre le Gambit qui donnait vraiment sa source de létalité à l'unité, plus le traverse les murs, encore une fois, bah, c'est plus là. Donc voilà. Pour moi, ces unités-là n'ont pas trop d'intérêt sur le codex. Surtout, encore une fois, vous pouvez les jouer que dans un détachement. Et après, on retrouve l'unité de démonette qui est affichée à 120 points sur le codex. Ils ont craqué complet. Les démonettes, au début de la phase de combat, chaque unité ennemie à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités de votre armée ayant cette aptitude doit faire un test d'ébranlement avec -1 si elle est en dessous de son demi-effectif. Ok, et après, c'est 3 attaques en 4 -1, 1. Et c'est des profils de démonettes. Donc, bon, c'est... Voilà. Les charnels, même profil de corps à corps que dans l'index, à savoir 5 attaques en 5-2 avec blessure dévastatrice. Chaque fois qu'une unité ennemie hors monstre et véhicule est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ayant cette aptitude, et ben en retraite, elle doit faire un test de fuite désespéré. Et si l'unité est également ébranlée, vous mettez -1 à ce test. Ok. Donc eux, les charnels, pour eux, c'était vraiment l'optimisation à 100% de cette unité, c'était le Gambit, c'est-à-dire la full reroll des touches, full reroll des blesses sur une unité qui avait Deva Wound. Là, ils l'ont pas, donc honnêtement, pas d'intérêt. Et les veineuses, c'est 195 points les 10, non, 180 points les 10. Ça a éclaireur 9, ça a fait pareil. Vous pouvez relancer les jets d'advance ou les jets de charge pour cette unité. Et après, sinon, c'est de la boue. Voilà, c'est de la boue, ça meurt vite, c'est pas létal au corps à corps. Donc voilà. Allez, j'ai fait le tour pour globalement les unités de Slaanesh qui, comme je vous le dis, franchement, j'ai pas du tout envie de jouer Emperor Children pour ça, quoi. Et je vais en avoir fini, les amis. On aura fait le tour total de cette review Emperor Children. Alors déjà, si la review vous a plu, les gars, je vous invite à mettre
le petit like des familles, le commentaire. Donnez-moi votre avis sur ce codex si vous avez eu l'occasion de le voir, puisque le codex a leaké, comme d'habitude, les gars. Comme d'habitude, le codex a leaké dans sa totalité sur Reddit, sur des réseaux américains, sur le dark web ou je ne sais où, on s'en branle. Mais voilà, les codex leak à tous les coups maintenant. Donc, bah écoutez, j'en profite. Voilà, hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas fermer les yeux en disant non, j'aurai pas les leaks. Voilà, bon. Bah clairement, moi j'ai mon gros coup de cœur, c'est sur Coterie d'Orgueilleux. Pour moi, c'est le top 1. J'aime bien Éviscération rapide, mais je suis plutôt mitigé sur la création de liste dans ce détachement-là. Je serais plutôt attentif d'avoir les vrais coups en point finaux pour vraiment tirer des conclusions sur ce détachement. Et après, le détachement que je dirais qui a le visage d'un détachement index, il est plutôt cool aussi. Je l'aime bien. Donc voilà. Mais je resterai sur mon premier choix dans un premier temps qui serait Coterie d'Orgueilleux. Si je devrais faire une liste dans un début, je testerai Coterie d'Orgueilleux pour me faire plaisir. Et après, je verrai par la suite. Voilà les amis. On arrive à la fin de cette review. Et je vous donne rendez-vous dimanche 2 mars pour la Super League Warhammer 40 000. C'est moi qui serai à l'animation d'ailleurs. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Discord, sur tous les réseaux de la chaîne. Vous avez les liens dans la description les amis. Et je vous dis ciao, ciao, ciao.